n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Villanova et ses amis. On voulait tous te connaître. Enchanté. Tu as pris une de nos femmes. J'ignorais. Grâce à lui, tu vas t'en tirer à bon compte. Tu quittes la ville. C'est défendu d'essayer de faire sortir un ami de prison? C'est défendu de nous gêner. T'as pas à discuter. Tu quittes la ville dans 1 heure. Et dans cette ville, je me sens très bien. Dommage qu'on puisse pas s'entendre. Bouge pas. La Shkumun de José Giovanni sort en 1972. C'est du Belmondo au sommet de sa carrière, qui en même temps n'a pas démarré depuis tellement longtemps, parce que entre son premier film À bout de souffle, qui sort en 1960, et La Shkumun, il y a 12 ans. C'est peu de choses, mais entre-temps, Jean-Paul Belmondo s'est hissé au sommet du cinéma français, avec Alain Delon d'ailleurs. Ce sont deux étoiles filantes qui sont apparues au firmament du cinéma français et qui s'y sont accrochées pour longtemps. Jean-Paul Belmondo, Bébel, c'est un mythe, c'est très difficile d'en parler et facile en même temps, mais il faudrait essayer d'en parler un peu différemment. C'est un peu ce que j'essaie de faire à chaque fois dans cette petite série, de vous parler d'acteurs, d'actrices, mais de façon un peu différente, à travers un film, en partant d'un film, d'un postulat de départ. Mais bien sûr, avant La Shkumun, commençons par le début. Et la carrière de Jean-Paul Belmondo, en fait, est presque un accident, parce que c'est quelqu'un qui se destinait plutôt au théâtre qu'au cinéma. Et plutôt que de parler, comme toujours, il vaut mieux écouter l'intéressé nous raconter les choses. Voici un premier document qui date de quelques mois après la sortie d'À bout de souffle. À bout de souffle qui va être une révolution dans le monde du cinéma, et pas seulement du cinéma français. Beaucoup de réalisateurs d'autres pays, notamment américains, vont être tout à fait aimantés par ce film, et Godard a créé quelque chose. Mais Godard, avant tout, j'ai envie de faire le parallèle avec le titre du film de Roger Vadim qui a fait connaître au monde entier Brigitte Bardot et Dieu créa la femme. Et là, on serait tenté de dire et Godard créa Belmondo. Voici une première interview de Jean-Paul Belmondo. C'est une interview peu de temps après la sortie d'À bout de souffle. Vous allez voir un tout petit jeune homme avec une voix assez fluette qui a presque peur de déranger, et il nous raconte comment il est arrivé dans le cinéma et d'où il vient et comment il voit son métier d'acteur. On se retrouve juste après. Je vais vous montrer plusieurs documents qui vont se compléter parce que Bébel ne dit pas tout d'un seul coup. Il faut lui tirer les vers du nez. Il est interviewé
par Pierre-André Boutang. Jean-Paul Belmondo. Avant À bout de souffle, vous étiez un des 10 plus brillants jeunes comédiens de Paris. Ce film a fait de vous une vedette. Avant de le jouer, qui étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Avant de le jouer, j'ai fait 3 ans de conservatoire et j'ai joué pendant 9 ans au théâtre, sur les boulevards. Il y a toute une légende autour de votre carrière au conservatoire. À quoi correspond-elle? Vous étiez brillant, chahuteur, quoi encore? Correspond à, justement, on était un petit groupe de camarades qui maintenant jouent très bien à la comédie aussi, qui sont arrivés. Et on était un peu en marge des autres, c'est-à-dire qu'on venait pas en cravate et qu'on faisait des petits chahuts de temps en temps. Vous êtes passé à la comédie française aussi. Oui, très rapidement, stagiaire, car en 3e année de conservatoire, on est forcé de rentrer à la comédie française. Comme j'avais pas du tout envie d'y rentrer, je suis rentré avec un camarade qui s'appelle Jean-Pierre Mariel et on a un peu chahuté là-dedans. Enfin, on s'est fait mettre à la porte au bout de 6 mois. Quand vous avez joué à bout de souffle, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce rôle allait décider de votre carrière? Non, pas du tout. On a essayé de faire coïncider le personnage d'À bout de souffle avec vous-même. Que pensez-vous de cette coïncidence? Je trouve qu'il n'y a aucune coïncidence entre le personnage de Michel Poicart et moi. Sinon que je fume et qu'il fume beaucoup. Mais sinon, j'ai fait mon métier d'acteur, j'ai interprété un personnage, mais enfin, c'était pas moi du tout. Pourtant, vous avez laissé dans les bars de Saint-Germain-des-Prés le souvenir d'un aimable noctambule, plutôt bagarreur, mais tout de même une certaine ressemblance entre ce que vous êtes dans À bout de souffle et ce que vous avez été en ce temps-là. Non, justement, parce que dans À bout de souffle, il est plutôt désespéré, parce que moi, je faisais ça dans la joie. Toujours. Toujours, oui, même les bagarres. Mais dans quelle mesure Godard, en faisant À bout de souffle, a utilisé vos tics, votre démarche, votre façon de fumer, comme caractéristique d'un héros? C'est-à-dire qu'il s'en est servi dans le sens qu'il m'a laissé ma démarche, qu'il m'a laissé fumer comme j'avais envie de fumer, sans me dire de mettre la cigarette à tel endroit ou à tel endroit, c'est tout. Et qui vous a laissé parler comme vous aviez envie de parler. Voilà, exactement. Donc le personnage que vous êtes dans À bout de souffle, en tant que héros, est un peu ce que vous êtes vous-même. Non. Plus qu'une invention de Godard. Autant. Mais non, c'est un travail à deux, quoi. C'est pas spécialement, justement, moi. Enfin, le métier d'acteur, justement, c'est de représenter. Il a exploité plutôt, peut-être, mes tics d'acteur que ce que je suis, moi. Dans À bout de souffle, vous incarnez un personnage à la Humphrey Bogart. Puis des gens vous ont comparé à James Dean. Et s'il y avait un acteur que vous admirez particulièrement ou à qui vous pourriez ressembler, qui imaginez-vous? C'est-à-dire, je n'imagine pas, mais il y a un acteur que j'admire beaucoup, c'est Michel Simon. Est-ce que vous êtes capable de l'imiter? Écoutez, mon jeune ami, ce n'est plus de mon âge. Et puis, écoutez, vous commencez à me fatiguer avec votre jeunesse. Maintenant, je vais rentrer chez moi. La jeunesse, il n'y a pas que ça tout de même, non? D'ailleurs, cette imitation de Michel Simon, Belmondo la fera souvent dans des émissions de télévision et avouez quand même qu'elle est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu Michel Simon, regardez vite une vidéo, un extrait de film et vous verrez que l'imitation de Jean-Paul Belmondo est tout à fait parfaite. Deuxième extrait, c'est 1 an après l'interview que vous venez de voir et c'est sur le tournage de Cartouche. Cartouche, c'est vraiment le Belmondo jeune, bondissant, avec un panache extraordinaire. Et c'est la première collaboration avec Philippe de Broca. Et Dieu sait qu'ils vont faire des films extraordinaires tous les deux. Et là encore, Belmondo va revenir sur sa rencontre avec Jean-Luc Godard. Jean-Paul Belmondo, il faut le savoir, a habité... dès qu'il a quitté la maison de ses parents, Saint-Germain-des-Prés, il est resté fidèle à Saint-Germain-des-Prés. C'est là qu'il a rencontré énormément de personnes. Il va s'étendre un peu plus longtemps dans cet extrait sur la rencontre avec Jean-Luc Godard. Et il faut bien voir que dans la vidéo que j'avais faite sur Alain Delon, je vous avais expliqué qu'il y avait quand même 2 légendes à propos de ces 2 acteurs qui sont, je dirais, les 2 faces d'une même pièce. Pendant 30 ans, ils ont incarné presque à eux seuls le cinéma français. C'était une course constante entre ces 2 acteurs extraordinaires, entre ces 2 stars. Mais finalement, les images qui se dégageaient d'eux étaient assez fausses. On nous présentait Delon assez froid, aristocratique, et Belmondo plus gouailleur, enfant du peuple. Non, c'est exactement le contraire, puisque Belmondo, c'est plutôt le fils de famille. Son père est un grand sculpteur,
Il a été élevé par des parents qu'il aimait. Malheureusement, Alain Delon n'a pas eu du tout cette vie-là. Il a été un enfant solitaire. Ses parents se sont séparés très jeunes. Il a eu une enfance très difficile. À 17 ans, quand Belmondo prend un appartement pour vivre sa vie à Saint-Germain-des-Prés, au même âge, Alain Delon s'engage pour aller combattre en Indochine. C'est pas du tout la même vie. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. L'homme du peuple, c'est Alain Delon, c'est pas du tout Belmondo. Mais ça n'enlève rien du tout au personnage de Bébel et à sa gouaille. Et donc je pense qu'il est important quand même de remettre un peu les choses à leur place pour mieux comprendre comment se sont bâties les légendes entre ces deux acteurs. Et l'histoire de Belmondo, c'est aussi l'histoire de quelqu'un, comme il le dit dans une autre interview qu'on entendra tout à l'heure, qui est né sous une bonne étoile et qui peut-être, comme on se construit toujours contre quelque chose, a voulu devenir un peu le voyou et celui qui sort un peu des clous. Et il a construit une image très différente de celle qui aurait dû être la sienne s'il était resté dans cette route qui était toute droite tracée devant lui. On retrouve tout de suite Jean-Paul Belmondo interviewé pendant le tournage de Cartouche. Au conservatoire, je jouais les rôles comiques. Et après, ça a changé, mais au conservatoire, j'étais parti jouer les Fourberies de Scapin, du Feydeau. Après, j'ai joué sur le boulevard avec Pierre Brasseur, j'ai joué des vaudevilles. Et de là, j'ai rencontré Jean-Luc Godard à Saint-Germain-des-Prés. Et on a lié une amitié. Et il m'a dit, le jour où je ferai un film, ce sera toi qui le feras. Une amitié d'homme ou une amitié de métier? Non, une amitié d'homme, parce que de métier à l'époque, lui, il était critique à art et au cahier du cinéma. Et c'était une amitié de bistrot, comme ça, on s'est connus. Et effectivement, quand il a fait son premier film, il m'a fait faire À bout de souffle. L'amitié est une grande chose, et dans ma carrière, ça a compté énormément, parce que je dois beaucoup à Godard. Et à Truffaut, tout ça, même, qui en dehors, dans coulisses, ont parlé de moi, et sont arrivés à convaincre les producteurs que j'avais une chance quand même de m'en sortir. J'ai fait 3 ans de conservatoire, et j'ai joué pendant quand même 10 ans au théâtre. J'ai quand même appris mon métier. Et je crois que justement, les gens se trompent beaucoup. Souvent, avec moi, on croit que j'ai été trouvé comme ça à Saint-Germain-des-Prés. Mais j'ai appris mon métier pendant longtemps. Et je trouve que ça ne s'improvise pas d'être acteur, je crois pas. Je vais vous proposer tout de suite de regarder quelques images d'À bout de souffle. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, personnellement, je ne suis pas du tout un admirateur des films de Godard. Ça n'enlève rien à son talent et il s'en remettra. Mais il a créé quelque chose qui n'existait pas avant lui, même s'il n'est pas le premier à avoir sorti les caméras de ses studios. Marcel Pagnol l'a fait bien avant lui. Mais en tout cas, ce film a créé un électrochoc dans le cinéma mondial. Et j'ai choisi juste des images très brèves, mais qui résument tout à fait l'esprit de ce film. Et après, on va se retrouver avec Jean-Paul Belmondo, regarder quelques extraits d'À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg. Je vous regarde jusqu'à ce que vous me regardiez plus. Moi aussi. Alors pour en finir avec les débuts de Belmondo, mais je me suis vraiment attaché à bien choisir des extraits pour expliquer comment cet acteur a explosé d'un seul coup alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. Et voici un dernier document qui date de 1961. Je vous ai choisi 3 interviews à 1 an d'écart à chaque fois. Là, cette fois, c'est sur le tournage de Week-end à Zuidcote, qui est un film extraordinaire, film d'Henri Verneuil, où Jean-Paul Belmondo revient encore sur ses débuts pour le journaliste qui va l'interviewer. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'à la fin de cette interview, vous allez voir, en fait, on filme hors champ
les filles de Jean-Paul Belmondo. Il est venu avec sa famille, sa femme et ses enfants pour cette interview. Là, vous voyez qu'on a complètement changé d'époque. Aujourd'hui, ce genre d'image serait tout à fait impossible à tourner. C'est juste pour vous montrer la simplicité qui pouvait régner à cette époque dans cette France de 50 millions d'habitants, bien différente de celle d'aujourd'hui. Donc retrouvons Jean-Paul Belmondo qui s'apprête à tourner Week-end à Zuidcote. Faire du théâtre, j'ai eu envie assez tôt, mais c'était pas exactement du théâtre, je voulais être clown. J'allais souvent au cirque, puis avec des camarades, je sais pas, quand j'avais 14 ans, on faisait des petits numéros comme ça de clown, pour nous. Et puis après, mon père avait un ami qui s'appelle André Bruno, qui était sociétaire de la Comédie Française, alors j'allais souvent au théâtre, et mon envie de clown est passée à devenir acteur. Étant donné que mon père était sculpteur, et que mes études n'avaient pas été très brillantes, et que je faisais plutôt de la boxe et du football, mon père était plutôt content de me voir partir dans un métier artistique plutôt que sportif. J'étais en dernière année, j'ai passé une pièce de Feydeau qui s'appelait Amour et piano, et puis ça avait pas mal marché, enfin j'ai eu du succès, et on m'a rien donné. Et alors mes camarades m'ont porté en triomphe sur la scène, et Jean m'avait appelé, ça a fait un petit scandale au conservatoire. Et pendant tout ce temps-là, vous faisiez de la boxe? Oui, oui, et je jouais en même temps, pendant que j'étais au conservatoire, j'ai joué beaucoup de pièces, enfin des petits rôles, évidemment, des petites apparitions, mais tout ça me donnait du métier. Ben, vous savez, et je crois qu'on n'a pas vraiment une seule chance, il y en a plusieurs. Je crois que, si vous voulez, les concours du conservatoire, enfin, ma sortie, je crois que c'est une chance de ne pas avoir eu de prix finalement, parce que je serais rentré à la Comédie Française si j'avais eu un prix. Je n'ai rien contre la Comédie Française, mais j'aurais peut-être pas fait la carrière au cinéma que j'ai fait. C'était déjà une chance. Et je veux dire, d'avoir été porté en triomphe, ça fait parler de moi. Puis ma seconde chance, je crois, c'est d'avoir rencontré Jean-Luc Godard, qui m'a fait tourner À bout de souffle. Puisqu'À bout de souffle m'a lancé au cinéma, puisque jusqu'à présent, je jouais au théâtre, mais enfin au cinéma, on disait que j'avais une tête un peu curieuse et qu'on ne me voyait pas tellement dans les rôles que je joue maintenant. Vous avez eu la gentillesse de venir ce soir avec vos deux petites filles, avec madame. Belmondo en famille, est-ce qu'il est très gentil, très calme, ou bien est-ce qu'il reste un peu le Belmondo de l'écran, qui devrait plutôt être un peu difficile à vivre, celui-là? Oui. Non, je crois que la vie privée et le cinéma, ça fait deux. Dans la vie privée, je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Et je veux dire, dans le cinéma, souvent, on a un peu une étiquette. Je veux dire, parce que si par exemple, vous jouez un type qui se pend en haut des maisons, tout le monde s'imagine qu'on passe son temps à faire ça dans la vie. Mais justement, quand c'est terminé, aussi bien les rôles de gangsters ou les mauvais garçons, on laisse ça au vestiaire, comme on dit en sport. Alors je ne sais pas si vous avez vu les deux films, Un nommé La Rocca et La Shkumun. Personnellement, bien sûr, je préfère largement La Shkumun. Il y a la patte de José Giovanni. C'est bien sûr un polar, mais c'est un film d'aventure. Il y a un mouvement. Jean Descartes a fait un film plus classique, plus statique, plus introspectif. Mais il est clair que je pense que Belmondo a largement préféré tourner avec Giovanni. Et pour moi, ce film est un des meilleurs polars qui tournait Jean-Paul Belmondo. Alors, dès que je peux, j'aime, si je trouve bien sûr la vidéo, vous passer un petit souvenir de Pierre Tchernia, de Monsieur Cinéma. L'émission après s'est appelée Le Dernier des Cinq. Elle était diffusée le dimanche après le déjeuner. Et généralement, dans l'émission, il y avait toujours une vedette qui venait présenter son film. Et ce jour-là, Jean-Paul Belmondo venait présenter La Shkumun, très simplement décontracté, comme il savait l'être. Donc je vous propose de nous rendre tout de suite sur le plateau de Pierre Tchernia et de retrouver Bébel. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité de la semaine, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qui vient inaugurer cette nouvelle série, Le Dernier des Cinq. Vous aviez trouvé, vous, des tas de choses, là? J'en ai trouvé un peu, oui, mais pas tout. Dites-moi, Jean-Paul, je suis heureux de vous voir parce que nous n'avons pas eu la chance de vous voir à Monsieur Cinéma quand est sorti le film de Chabrol, Dr Popol. Oui, j'étais parti faire la Shkumun. Et voilà que maintenant vient de sortir La Shkumun, qui s'écrit la Shkumun. Expérience la Shkumun. Oui. On pourrait peut-être d'ailleurs expliquer ce que c'est que ce mot. C'est facile, la Shkumun, ça veut dire le malheur, la poisse. C'est-à-dire quand on a la poisse, on dit j'ai la Shkumun. Et là, pour le film, il porte la Shkumun
à ses adversaires, parce qu'il les tue tous. Oui, mais c'est un beau personnage que vous avez dû avoir. Oui, un très beau personnage, oui. Et puis vous faites un couple passionnant, je trouve, avec Michel Constantin. Oui, on s'est très bien entendu. On avait déjà tourné ensemble il y a longtemps. Et lui aussi, c'est un sportif. On a souvent fait des sports ensemble. Et je crois qu'on va bien ensemble comme personnage. Donc on a eu le plaisir de vous voir depuis 2 mois dans La Scoumoune, qui est toujours en exclusivité, dans Docteur Popol, qu'on peut voir encore à l'État de cinéma à Paris, qui est un personnage complètement différent. Alors là, ah oui, complètement différent, très Chabrol, que j'adore, j'aime beaucoup Chabrol, et là c'est un personnage, disons, plus farfelu que dans La Scoumoune, où José Giovanni, pour moi, est un des rares en France qui raconte bien les films d'aventure, parce que chez nous, finalement, on n'a pas de western, alors le seul moyen de rejoindre un petit peu le western, c'est les films policiers, les films d'aventure plus que de films policiers d'ailleurs, parce que La Scoumoune est plus un film d'aventure vraiment qu'un film policier. C'est-à-dire que notre western, nous, c'est la cape et l'épée, quand vous jouiez Cartouche avec De Broca. Oui, c'est ça, c'est les 2 endroits où on peut aller, parce que je pense que si les Français faisaient demain des westerns, ça serait quand même curieux. Et je me souviens d'ailleurs que vous avez été d'Artagnan à la télévision. Ben oui, la seule télévision que j'ai fait d'ailleurs, c'était Les Trois Mousquetaires. Il y a une douzaine d'années, quelque chose. Ah oui, ça fait bien 12 ans, oui, parce que j'étais... Avec Barma. Oui, avec Barma, il y avait Claude Rich, Robert Hirsch, Jean Chevrier et Sorano. Et quels sont les projets belmondiens, si je peux dire, dans les mois qui viennent? Eh bien, tout de suite, là, comme je viens de faire 2 films, enfin 3 films, parce que je viens de tourner aussi L'Héritier avec Philippe Labro. Je viens juste de terminer ce film à Rome. Oui, ça, on l'attend aussi beaucoup, celui-là. Oui, c'était je crois que c'est un personnage tout à fait différent de ce que j'ai joué de ces dernières années. Et ça, c'est amusant pour moi. J'espère que ça le sera pour le public aussi. Et là, je vais aller en vacances, et puis après, je vais sans doute retourner avec mon ami De Broca. Ah, voilà une très bonne nouvelle. Oui, on va reprendre la vieille équipe, parce qu'on n'a pas eu jusque-là l'occasion de retourner ensemble, malgré qu'on en avait très envie, mais on n'avait pas trouvé de sujet. Et là, je crois qu'on en tient un, alors on va se lancer dans l'aventure. Nous sommes donc en 1972, Belmondo sur La Scoumoune, et Alain Delon, un flic, le film de Melville. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile de parler de Belmondo sans parler de Delon et réciproquement. Et je vous en parle parce que 2 ans auparavant, ils ont tourné ensemble Borsalino, qui est sorti en 1970. Ça a été un succès énorme. On ne les avait jamais vus ensemble en tant que stars, même s'ils avaient joué ensemble, mais étaient des acteurs pas très connus. Mais là, on trouvait les 2 stars au sommet. Et ça a été, malheureusement, à la fois une réussite extraordinaire, un succès populaire fantastique, mais aussi l'origine d'une brouille à cause d'une histoire d'affiche, puisqu'Alain Delon était le producteur. Et Belmondo a découvert, quand le film est sorti, qu'au-dessus de leur nom, parce que contractuellement, leurs 2 noms devaient être au même niveau, il y avait au-dessus Alain Delon présent. Bon. On ne va pas rentrer dans le détail de cette brouille. Mais si je vous parle d'Alain Delon qui, la même année 72, sort Un flic de Melville, c'est parce que Belmondo a tourné 10 ans auparavant, lui aussi avec Jean-Pierre Melville dans Le Doulos, qui est un très grand policier de Jean-Pierre Melville. Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'une interview où on retrouve Jean-Pierre Melville et Jean-Paul Belmondo présenter Le Doulos. Et si je vous propose cette interview, c'est parce que juste après, je vais vous faire entendre un document tout à fait intéressant sur les 2 personnages que l'on va voir, et je vais vous expliquer 2-3 choses avant. Mais pour l'instant, regardez Jean-Pierre Melville et Jean-Paul Belmondo nous présenter Le Doulos, qui veut dire le chapeau, en fait c'est l'indique en argot des truands, donc ce film qui sort en 1962. Je dois dire que le personnage du Doulos n'est pas un personnage antipathique. Il peut paraître antipathique, mais il ne l'est pas. Oui, c'est-à-dire que ça m'est difficile de parler là du personnage du Doulos, parce qu'il y a quand même un petit mystère, je crois qu'il ne faut pas le déflorer. Mais je veux dire, la différence, je crois que dans Un bout de souffle, contrairement à ce qu'on a cru, c'est que c'était pas un gangster, c'était un type égaré. Dans Classe Touriste, c'était un personnage aussi mystérieux comme l'était celui du Doulos, mais le Doulos,
On peut dire, comme on ne peut pas effleurer tout, la différence c'est que c'est un personnage très élégant. Mon film est un film policier fait dans la mythologie du film policier américain des années 30, avec des règles extrêmement précises, comme pour le western. Je tiens à signaler d'ailleurs que ce sont les mêmes règles, aussi bien pour le film policier que pour le western. Le héros doit être le plus rapide, le plus intelligent, le plus fort en dernier ressort. Alors je vous ai montré cet extrait parce que c'est là aussi pour rétablir un peu cette fausse image qu'on nous a donnée tellement longtemps de Belmondo et de Delon. Et donc sur les plateaux, on nous a toujours présenté Belmondo, quelqu'un de facile à vivre, très décontracté, qui ne se concentre pas avant, qui est vraiment tout à fait naturel. Et de l'autre côté, Alain Delon, froid, distant, tyrannique, insupportable. En fait, non, c'est pas du tout ça. Alain Delon s'est toujours plié à la volonté des metteurs en scène qui l'ont dirigé, des grands metteurs en scène, parce qu'il savait que c'était pour le bien du film, et il n'était pas du tout la star insupportable qu'on a bien voulu nous présenter. A contrario, Belmondo n'est pas du tout l'acteur rigolard en permanence, qui tourne comme ça, sans avoir rien préparé, et qui tourne en rigolant, et en étant un être tout à fait délicieux. C'est pas du tout ça. Je voulais vous faire écouter, c'est un document sonore pendant le tournage de L'aîné des fers chauds, qui est un film de Jean-Pierre Melville. Donc Belmondo avait déjà tourné le Doulos avec lui. Là, donc L'aîné des fers chauds, c'est tiré d'un roman de Georges Simenon. On trouve à la distribution Charles Vanel, qui est déjà assez âgé, et donc Jean-Paul Belmondo. Et le tournage va virer au vinaigre, mais totalement, puisque Jean-Paul Belmondo va carrément quitter le plateau. Il sera même très difficile à Melville de continuer le film sans sa vedette. Et je vais vous faire écouter un document sonore où Belmondo pète les plombs et envoie chier, pour dire les mots, Jean-Pierre Melville. Écoutez ce document, vous allez voir que ce n'est pas du tout le bébel qu'on connaît, mais enfin bon, il a quand même le droit de se mettre en colère. Il avait certainement aussi de bonnes raisons, mais il faut dire que le tempérament de Melville et celui de Jean-Paul Belmondo sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Mais écoutez donc ce document de pétage de plomb de Jean-Paul Belmondo sur le tournage de L'aîné des fers chauds. C'est 1h moins le quart maintenant. Eh bien, oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est peu, on n'est pas des guignols. Moi aussi, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol. Et moi, ça fait une semaine que j'attends. Et moi, je suis un guignol. Hier, j'ai attendu de 8h jusqu'à 11h. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Quand je ça? suis pas un couillon, moi. Quand? Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, cherche les boutons de mon chef. Et ben ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette Parce que moi, histoire? je jamais les gens de gueule, j'en ai marre. Bon, on n'avait pas l'image, mais je pense que le son, quand même, nous donne un peu l'ambiance sur le tournage. Mais bon, personne n'est à l'abri d'un coup de sang. C'est ce qui est arrivé à Jean-Paul Belmondo, qui, quand même, malgré tout, était plutôt quelqu'un de décontracté. Et sa fameuse décontraction, d'ailleurs, l'a souvent desservi, parce qu'on a pensé qu'il ne préparait pas ses films, parce qu'il ne se concentrait pas. Non, je crois que c'est justement... il n'avait pas besoin de se concentrer, c'était sa façon de faire. Mais il y avait derrière tout ça beaucoup de métiers. N'oublions pas que c'est un comédien. Delon est un acteur, Belmondo est un comédien. C'est quelqu'un qui a appris la technique et qui restitue ce qu'il a appris au théâtre. Et sur cette décontraction, j'ai trouvé un document qui est assez savoureux, et c'est lui-même qui en parle. Et après cette interview où Jean-Paul Belmondo parle de cette fameuse décontraction, qui est le mot qui vient tout de suite à l'esprit des journalistes quand il interviewe, il y a juste quelques secondes d'un extrait du tournage de Peur sur la ville avec Henri Verneuil, qui là aussi a été un très très grand succès au box-office. Et vous allez voir surtout la dernière scène, je rigole d'ailleurs en y pensant parce que voilà, c'est du pur bébel, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais ça caractérise tellement la façon de tourner de Jean-Paul Belmondo. Écoutez-le. Non, mais c'était terrible, il voulait que tout le monde soit comme ça, sérieux et tout. Moi, je pouvais pas, c'est impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reprochait au conservatoire. Non. C'est pour ça qu'on m'a jamais pris au sérieux, je me suis retrouvé avec des accessibles, parce que comme je faisais toujours l'idiot dans les couloirs,
Et je prenais pas une tête, disons, sérieuse. On croyait que je me foutais de mon métier, parce qu'on confond souvent la détente avec le Jean Fouti, ce qui n'est pas du tout pareil. Et vous savez qu'encore maintenant, quand on vous voit, les gens de l'extérieur se disent bon ben. Oui, tout le monde croit que je m'en Oui, et or c'est pas vrai du tout. Ah non, c'est un métier bien trop difficile pour s'en foutre, et puis je l'aime bien trop pour m'en foutre. Mais je suis détendu dedans, c'est ce qui fait une confusion pour les gens, je crois. Alors vous avez acheté ici, vous êtes content? Vous avez une belle vue, hein? Et pas tant. Hein? Là, je suis plus près, mais je suis descendu plus loin. Quand les années 80 arrivent, évidemment, c'est une nouvelle décennie et même les héros vieillissent, même s'ils ne veulent pas vieillir. Et là, on voit vraiment un Belmondo différent qui maîtrise totalement toute la chaîne de production de ses films, puisque même les affiches, c'est un style de police de caractère tout à fait particulier. Et les films sont un peu des photocopies. Entre le professionnel, le solitaire, le marginal, bon, ce sont des films, on ne sait pas, quand on y pense, quelle était l'histoire de chacun. Mais quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé un document où l'on voit Jacques Deray, grand metteur en scène, c'est lui qui avait réalisé Borsalino, qui dirige Belmondo, enfin, si on peut dire diriger, c'est la fameuse scène dans un bistrot de Marseille, où ensuite Belmondo ouvre la boîte à gifles, et rassurez-vous, l'extrait va suivre. Donc vous allez voir comment a été tournée cette scène, et ensuite vous allez voir la scène. Donc je vous propose tout de suite de nous rendre sur le plateau du Marginal. Cut. Too much, fumé. Donnez un peu d'aération. Oui. Fumé, hein. Là. Bon. Ok. Bonjour messieurs. J'ai une petite faim. Je suis pressé. Garçon. Bon, le plan commence là. Ferme la porte. Bonjour messieurs. Donc c'est après le bonjour messieurs, après que tu aies regardé les deux acolytes. Bonjour messieurs, ils s'approchent. Bon, j'ai une petite faim, qu'est-ce que je pourrais prendre, garçon? Et Jean-Paul, en attendant, tu prends un œuf, hein, et on crée ce malaise, et au moment où tu prends un œuf, tu... un grand sourire à l'un et à l'autre. Coupe. Voilà, lui, et on fait le point du verre après. Ok. Et tu prends tout ton temps. Tout le temps, ouais. Parce que quand lui repart, j'avance un petit peu sur toi pour t'isoler complètement. On crée ce malaise. Bien, on répète une fois avec Jean-Paul et on tourne. Et fermé ou ouvert? Un petit peu fermé. Bonjour messieurs, j'ai une petite faim, je suis pressé. Garçon. On répète. Action! Bonjour mesdames. J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Georges. Ah, très bien, Georges. Donnez-moi... Qu'est-ce que vous avez à proposer? Non, je m'appelle. Tu m'appelles Georges? Non, je m'appelle Georges. Eh bien, saucisse frites. D'accord. J'ai une petite faim, je suis pressé. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Moi? Oui. Oui. Oh, reste. Deux partout. Mike Henro a perdu. Tie break. Ils sont à 2-2. Oui. Toi, je lui ai tendu. Voilà. Voilà. Tu me laisses facile maintenant. Couvert de place. Je m'en perds avec la rentrée chez lui. Moteur. Moteur. Annonce. 400 placés, 3e. Action. Cut.
Bonsoir, messieurs. Oui? J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon. Je m'appelle Georges. Alors, Georges, un steak frit. C'est un petit peu de sel. Oh là 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 là. Ah, tu es le con. Regarde-moi ça. Ah ouais, bah non, je suis d'une maladresse. Ah ouais, bah, t'as de la place pourtant. Ah, mon petit Georges, vous remettez ça, hein. Regarde-moi ça. À mes frais, évidemment. Ça suffit. Non, vous énervez pas. Restons calmes. Je me présente, Jordan. Commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Alors dis donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Ben, je suis d'accord. Lequel commence? Dans la petite bande-annonce que j'avais fait de ce numéro, j'avais dit que en fait Belmondo avait quand même été un exemple aussi pour beaucoup d'entre nous, notamment bien sûr par sa joie de vivre, par son énergie, la sympathie qui sortait de lui, et aussi le courage qu'il a eu dans la maladie. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce numéro Avec le sourire. Et pour finir cette émission, donc j'ai trouvé plusieurs documents et j'ai retrouvé un document qui date de l'année 2000. Il faut savoir que Jean-Paul Belmondo va avoir son AVC en 2001, mais il mourra 20 ans plus tard. Donc sa vie ne s'arrête pas là. C'est toute l'énergie de cet homme qui ne se plaint pas et qui a le sourire. Je crois que c'est le souvenir qu'il nous laisse et qui est une leçon de courage. Et justement, vous allez écouter cette interview qu'il donne à Radio-Canada, et c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose de prémonitoire dans cette interview. Écoutez bien et pensez que les paroles qu'il va prononcer, quelques mois plus tard, il va être victime de cet AVC, et lui qui est comédien va être privé pendant de longs mois de la parole, il va la retrouver petit à petit, mais ce sera quasiment la fin de sa carrière d'acteur. Regardez ce document et on se retrouve juste après. Il y a des répliques tellement belles dans ces pièces, elles vous restent des toiles, en vous endormant le soir, on y pense, elles sont dans votre tête. Il y en a une que ma mère, que j'adorais, et qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière d'acteur, parce que quand tout le monde me disait il est mauvais, il n'a pas un bon physique, j'avais toujours ma mère qui me trouvait elle extraordinaire. Vous me direz comme toutes les mères, heureusement. Mais c'est une mère qui toujours m'a donné confiance, et j'ai eu la chance qu'elle me voie quand j'ai joué Keane. Et il y avait une phrase, à un moment donné, il y a un homme qui disait je descends des Plantagenets, je suis ci, je suis ça. Et moi, je lui ai répondu, monsieur, je descends de personne, je monte. J'ai eu des échecs comme tout le monde et j'en aurai encore. Et je ne me prends pas la tête à deux mains quand j'ai un échec. L'échec fait partie aussi de mon métier. Le succès, quand je l'ai, je suis quelqu'un qui... Le succès n'est dû à personne. Donc quand vous l'avez, moi j'ai toujours fêté énormément mes films qui ont très bien marché ou mes pièces qui ont très bien marché. Parce que ça ne m'est pas dû. C'est une chose qui arrive, c'est
un don du ciel, il faut dire merci. Dans votre cas, ça fait emparer de vous le succès. Oui, mais je dis merci tous les matins. Vous savez, quand ça frappe à votre porte, il faut être gentil avec, et j'en suis reconnaissant tout le temps. Mais quand j'ai l'échec, et je n'accuse personne, ça ne veut pas. Les gens n'ont pas aimé, je me suis trompé, même si je l'aime toujours, et tu m'as dit c'est curieux qu'il n'ait pas aimé, mais les gens n'ont pas aimé, il faut l'accepter et reprendre le baluchon, comme on dit, et retourner au combat, et pas se dire c'est une injustice, c'est pas bien, c'est pas... Non, c'est la vie, c'est comme ça, et comme malheureusement il nous arrive aussi des choses dramatiques dans la vie, et il faut savoir les surmonter et les prendre, puisque bon... moi, je suis quand même né sur une bonne étoile, mais je suis comme tout le monde. Il m'est arrivé des coups durs, mais il faut les accepter. Il faut toujours penser aussi que, vous savez, il y a tellement de gens qui ont des choses encore plus terribles. Il y a toujours plus terrible que ce qui vous arrive. Ça a toujours été un peu malois. Je me suis dit, quand j'ai eu des coups durs, et tout, je dis, mais il y a pire encore. Et, bon, et déjà, le bon Dieu, il m'a mis sous une bonne étoile. Donc, je pourrais pas me plaindre. Regardez, aujourd'hui, si tout s'arrêtait pour moi, j'aurais pas le droit de me plaindre. Je me dirais, bon, merci mon Dieu quand même. Avouez quand même qu'il y a quelque chose d'assez troublant dans ces paroles. Et en 2008, donc 7 ans après son AVC, Francis Huster va convaincre Jean-Paul Belmondo de tourner un film, de revenir au cinéma, malgré le handicap qui est le sien. Et franchement, je vais vous parler à cœur ouvert, je trouve que ça a été une erreur. Ce n'est pas du tout le Belmondo qu'on aime, et il y a quelque chose, je trouve, de très impudique dans ce film, même si tout le Gotha du cinéma français s'y est précipité pour tourner avec Belmondo. C'est mon avis, il est tout à fait personnel, et ce n'est pas une vérité pour tout le monde, mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'impudeur et de quelque chose d'assez moche dans ce film, qui en plus n'est pas très bon. D'ailleurs, je ne vous en passerai pas d'extrait. Je vais juste vous montrer la réaction d'Alain Delon quand est sorti ce film. Et je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Le film s'appelait Un homme et son chien. Et regardez la réaction d'Alain Delon, c'est pendant une émission sur Canal+, on lui passe un extrait de Belmondo, le magnifique, qui est évidemment très amoindri. Écoutez Alain Delon. Je suis vieux. Vous allez mourir alors? Eh oui. J'ai le sentiment que ce film vous fait de la peine. Pardon? Pardon? J'ai le sentiment que ce film vous fait de la peine. Non, je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai trop... Est-ce que vous l'avez vu d'abord? Non, je n'irai pas le voir. Parce que j'ai trop d'admiration, trop d'affection, trop d'amitié, trop de camaraderie. J'ai joué avec cet homme, j'ai ri avec cet homme, j'ai pleuré avec lui. Et je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Vous voyez ça, je peux pas... J'espère simplement qu'il a été heureux, que ça lui a fait du bien, que ça lui a apporté quelque chose. Mais sur le principe, je suis contre tout le reste. Ouais. Jean-Paul, c'est Jean-Paul. On n'a pas le droit de faire certaines choses, de montrer certaines choses. Ouais. Voilà, c'est mon sentiment. Ouais. Et j'ai trouvé un document. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. On y voit Jean-Paul Belmondo, bien sûr avec sa béquille et avec sa compagne de l'époque, Nati, qui est interpellée dans la rue, bon, par des gens qui n'ont pas inventé l'eau chaude. En plus, leur vidéo sur YouTube, c'est « On se fout de la gueule de Jean-Paul Belmondo ». Bon, je vais pas faire de commentaires rajoutés. Bon, tout ça est assez lamentable, mais je vous montre juste le document pour la réaction de Jean-Paul Belmondo. S'il y a peu de dignité chez les gens qui l'interpellent, il y en a énormément dans le comportement de Bébel, et je crois que c'est pour ça qu'on l'aime tellement. Il y a des acteurs qui se seraient cachés, qui auraient voulu laisser une image brillante d'eux-mêmes. Non, Belmondo se montre tel qu'il est, et c'est là, je crois, où il est un immense acteur populaire, c'est qu'il est à l'image de son public. Je vous avais déjà dit ça à propos de Jean Gabin, dont Jean-Paul Belmondo est quand même le digne héritier. Il y a chez ces acteurs qui sont extrêmement populaires une qualité, une vertu, quelque chose de rare comme un diamant, c'est qu'ils sont à l'image de leur public.
et c'est pour ça que le public vient les voir. Alors regardez ce document, et après, pour rester sur une bonne note et pour finir sur le Bébel qu'on aime, je vous réserve une dernière surprise. Jean-Paul Belmondo, ça va? Ça va. Fini les cascades. Hein. Ah, maintenant, il faut payer le prix aussi. Hein. Ah, voilà. En tout cas, ça fait plaisir quand même. Hein. Ça fait plaisir. Merci. Voilà. Et votre ami Delon, vous pourrez faire encore un film peut-être, non? Oui. Merci Jean-Paul. Et à bientôt. Ça nous fait plaisir. C'est votre compagne? Oui. Ah, elle est bien jolie en plus. Hein. Le chien, il n'est pas là, non? Il reste à la maison. Oui, voilà. Au revoir, bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Et en 2000, un an avant son AVC, Jean-Paul Belmondo va tourner 2 films. Un qu'on peut éviter de voir, c'est malheureusement le dernier qu'il tourne avec Philippe de Broca, Amazon, qui n'est pas vraiment une réussite. Ce n'est plus le Bébel des tribulations d'un Chinois en Chine ou de l'homme de Rio. Et il tourne aussi dans le film de Bertrand Blier, Les Acteurs, qui est un film qui réunit tous les plus grands acteurs français. Bon, c'est Bertrand Blier. Les Acteurs est un bon film si on s'intéresse aux acteurs français. C'est un film d'atmosphère, de loufoquerie, tel que l'aime beaucoup Bertrand Blier. Mais il y a eu un making-of, et le making-of est beaucoup plus intéressant que le film. Et dans ce making-of, on voit la scène qu'a tournée Belmondo dans Les Acteurs. Et je crois que c'est vraiment... D'abord, on y voit, bien sûr, la légendaire décontraction de Bébel, vous allez le voir dans le détail. Mais en plus, il y a là aussi quelque chose de prémonitoire dans ce que lui fait jouer Bertrand Blier. Il y a quand même des choses troublantes dans la vie, et le cinéma est aussi quelque chose qui dépasse presque la vie. Là, je parle comme Claude Lelouch, le cinéma, c'est la vie en plus fort, parce que le cinéma ne s'arrête jamais, contrairement à la vie. Et regardez le tournage de cette scène, et ce que va dire Belmondo, ce sont presque des adieux à son public. Et regardez. Elle est belle, la lumière. Tu vas la voir, ta nomination, t'inquiète pas. Et saluer. Ah là, ça fait 25 ans que j'attends de tourner avec Belmondo. Et voilà comment je suis récompensé de ma patience. Ah, vous avez voulu la guerre, vous l'avez. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas répondre, j'ai pas de munitions là. Oui, ça se sent un peu faible. Bah non, mais j'ai pas prévu, j'ai pas alimenté. Oui, je t'avais prévenu hier, hein, tu veux préparer. Je sais, c'est cher. Oui. Faut quand même que je vous explique pourquoi je me suis marré. Je suis un mec de bonne humeur. Je suis né de bonne humeur. Et je vais mourir de bonne humeur. Et là, tu prends ta rafale. Tu vois, le cri de douleur et de rire qui se transforme en rire. Hein? Et là, vous avez déjà vu un mec mourir en se marrant? Tu vois? Et que je vous dise une chose, vous êtes tous des trous du cul. Allez, fauchez-moi. Découpez-moi en 30. Je suis né comme ça et je vais mourir comme ça et je vous emmerde, hein. Et j'ai jamais fait chier. J'ai jamais fait chier les gens avec les... Ok. Mais ça faut quand même, devant une telle une armée d'enfoirés, on ne sait pas qui c'est, mais c'est quand même des cons. Des
critique. C'est Oui, pas- on sait pas. Ces mecs-là, il faut leur mettre profond. Et tu leur jettes ta mort à la gueule. Voilà. Et faites-en autant, bande de trous du cul. Oui, c'est là que je suis au milieu. Là. C'est au milieu, c'est genre. Ouais, je suis. Tu vois, fais voir. C'est simple. Bougez pas. Attends, écoutez-moi. Des souffles. Il faut quand même que je vous explique pourquoi je me suis marré. Je suis un mec de bonne humeur. Moi, vous comprenez? Ça vous fait chier, ça aussi. Hein? Oui, je suis un mec de bonne humeur. Je suis né de bonne humeur. Hein? Paf. Et je vais mourir de bonne humeur. Encore plus fort. Vous chez moi? Découpez-moi en tranches. Vous avez déjà vu ça? Un mec qui meurt en se marrant. Ça, c'est bien. Formidable. Non, puis c'est joli parce qu'elle est conforme à ta légende, à ton jeu, à toutes les choses qu'on trouve de bout de souffle. Oui. Hein? Très comme ça. Hein? Voilà. On l'attire. Voilà, c'était Bébel, Jean-Paul Belmondo. Il est parti, presque en riant. Le film de Bertrand Blier, à mon avis, n'est pas loin de la vérité. Quel panache, quelle joie de vivre, quelle énergie. Il n'y a eu qu'un Bébel, les grandes stars sont uniques. Donc j'espère que cette petite émission vous aura donné envie de revoir des films de Jean-Paul Belmondo, dont La Shkumun, qui est un de mes films préférés. Et pour ceux qui ne connaissaient pas trop bien la vie de Jean-Paul Belmondo, les plus jeunes, peut-être qu'ils auront découvert le personnage que c'était. Et là encore, comme Lino Ventura, quelle épopée, quelle histoire, quelle ascension, c'est incroyable. C'était des personnages qui n'étaient pas nés, je dirais, pour avoir une telle trajectoire. Et c'est, je crois, le mystère du cinéma. Il y a des gens qui sont faits pour l'écran, et Jean-Paul Belmondo, qui se pensait homme de théâtre, il est revenu d'ailleurs au théâtre passé ses 60 ans, mais c'était quand même un comédien né pour le cinéma. Donc je vous laisse, et je vous souhaite de regarder de bons films avec Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, avec le sourire, alors essayons de le garder, faisons comme lui, et je vous dis à bientôt, avec le sourire. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.